Donc, on commence l'émission. D'accord, ok. Voilà, je vous laisse la primauté de commencer l'émission. D'accord, merci. Alors, tout d'abord, bonjour à tous nos auditeurs. Encore une fois, merci de nous être fidèles. J'ai reçu quelques messages et quelques questions aussi, donc j'ai répondu. Et encore une fois, le succès de cette émission, c'est vous participez avec nous. Et aujourd'hui, bien sûr, il va sans dire que l'actualité, je vais pratiquement dire, nous oblige à parler de cette effervescence propagandiste médiatique, des petites phrases assassines, voire même ces menaces émanant de ministres et autres gouvernants en ce qui concerne l'Algérie. Alors, la question que je me pose, moi, j'espère que, bon, on va essayer d'en débattre aujourd'hui. Qu'en est-il aujourd'hui de cette relation France-Algérie ou Algérie-France? Moi, de prime abord, avec toujours autant d'émotion, la réflexion que j'ai, c'est d'où vient cette haine contre l'Algérie? Cette haine contre l'Algérie, aujourd'hui, elle est nourrie avec toutes ces images qui passent sur les plateaux de télévision. Vous avez aussi, bien entendu, la lecture des journaux se livrant à une propagande contre l'Algérie. Ils usent leurs plumes à l'encre de la haine. Mais que pour vous, enfin, qu'est-ce qu'on peut dire, peut-être, à part mettre en exergue la vérité, en tout cas, pour nous, on va essayer d'avoir cette intégrité intellectuelle et pour donner une image autre que celle des calomnieuses de la France avec ses plateaux de télévision, ses journaux. Puis moi, je vais même dire, oui, il faut peut-être regarder dans l'histoire. Je veux faire un petit retour sur l'histoire parce que là, je suis vraiment perdu lorsque je vois les mensonges et les calomnies et les épistémicides qui sont déversés actuellement en France. Et moi, je dis qu'il faut retourner un petit peu en arrière, faire un petit parcours historique pour essayer de comprendre d'où vient cette haine de la France vis-à-vis de l'Algérie. Oui, France-Algérie, il y a des antécédents historiques et des occasions qui sont aussi manquées. Il ne faut pas oublier que, par exemple, le roi Charles X, avec cette fameuse prise, puis les premiers soldats qui vont mettre pied en Algérie, sous un faux prétexte, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, sur ce fameux coup d'éventail sur le consul français, alors que tout simplement, les Algériens réclamaient le paiement de leur facture de blé qu'ils avaient livrée à la France et qui n'avait pas été payée depuis plus de 18 ans, enfin le solde de cette facture. Bon, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Alors ça va de Charles X, donc on parle du 19e siècle, et puis là, au président Macron, au 21e siècle. Alors moi, je dirais un petit peu que cette haine, elle vient de ce coup d'éventail au coup de buzz médiatique du président Macron qui dit que l'Algérie a déshonoré la France avec l'emprisonnement de Sansal. Surtout ces réflexions venant d'un passé d'empire colonialiste, pavé de crimes contre l'humanité, au présent, aujourd'hui, de la haine devenue une normalité, à l'ivresse, comme je disais, des épistémicides d'aujourd'hui. Alors, comment construire ce pont? Parce que moi, je pense qu'il faut quand même essayer. Comment construire, même si je suis un peu utopique, mais comment construire ce pont entre les deux rives de la Méditerranée lorsqu'il y a tant de mensonges, tant de vérités cachées et tant de graines de violence qui sont semées au cours de ces derniers jours, je dirais au cours de ces dernières semaines, des mois, je dirais même au cours de ces dernières années, même des siècles. Donc, on va essayer de faire appel. En tout cas, moi, je te propose qu'on fasse un appel en toute humilité et sans condescendance, voir un petit peu sur le retour de l'histoire avec ces hommes, non pas Macron, mais d'autres hommes avant lui, ces hommes adulés en France, qui ont leur statut, leur place et leur nom de rue dans tous les villages de France et dans toutes les villes de France. Et on les commémore, ces gens-là, comme des piliers honorant leur grande civilisation de la France. Et c'est comme ça que j'explique ce qui arrive aujourd'hui. Par exemple, je vais citer, là je cite, écoutez bien ce que je vais dire. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai.
il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je préfère qu'il y ait pour des raisons supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Ces devoirs ont souvent été méconnus dans l'histoire des siècles précédents et certainement quand les soldats et les explorateurs espagnols introduisaient l'esclavage dans l'Amérique centrale, ils n'accomplissaient pas leur devoir d'hommes de race supérieure. Et ils apportaient la civilisation. Mais de nos jours, je soutiens que les nations européennes s'acquittent avec largeur, grandeur et honnêteté de ce devoir supérieur de la civilisation à apporter à ces êtres inférieurs. Ce discours que je viens de vous dire, une partie du discours, c'est Jules Ferry, le père de l'école publique française, qui a été prononcé à la Chambre des députés le 28 juillet 1885. Et j'en ai encore un autre, après je te donnerai la parole, Nourdine. C'est un discours sur l'Afrique, le dimanche 8 mai 1879. C'était un banquet qui faisait la commémoration de l'abolition de l'esclavage et qui réunissait 120 convives. Et c'est Victor Hugo qui présidait cette commémoration. Il avait à sa droite M. Schloesser, l'auteur principal du décret de 1848 sur l'abolition de l'esclavage, qu'ils étaient en train de commémorer. Puis il y avait aussi à sa gauche un certain M. Crémieux, dont les Algériens connaissent très bien, puisque c'est la loi Crémieux, la fameuse loi Crémieux de 1872. Et voilà ce que disait Victor Hugo, et je vous lis. Aux faits populaires viennent s'ajouter les faits humains. La forme définitive s'entrevoit, le groupe gigantesque se devine, et pour ne pas sortir des frontières que vous vous tracez à vous-même, pour rester dans l'ordre des choses où il convient, et je m'enferme et je me borne, et ce sera mon dernier mot, à constater ce détail, qui n'est qu'un détail, mais qui est immense. Au XIXe siècle, le blanc a fait du noir un homme. Au XXe siècle, l'Europe fera de l'Afrique un monde. Refaire une Afrique nouvelle, rendre la vieille Afrique maniable à la civilisation, tel est le problème. L'Europe le résoudra. Allez, peuple, emparez-vous de cette terre, prenez-la. À qui? Mais à personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne la terre aux hommes. Dieu offre l'Afrique à l'Europe. Prenez-la, versez votre trop-plein dans cette Afrique et du même coup, résolvez vos questions sociales. Changez vos prolétaires en propriétaires. Allez, faites, choisissez, colonisez, multipliez. Voilà ce qu'a dit Victor Hugo, celui qu'on appelle le père des pauvres, celui qui a écrit Les Misérables. Voilà ce qu'il disait sur son discours. C'était un discours sur l'Afrique et c'était un fameux dimanche 18 mai 1979. Mais avant de te passer la parole, je devrais saluer aussi l'intégrité intellectuelle et le courage de certaines personnalités françaises d'aujourd'hui. L'ancien Premier ministre français, Dominique de Villepin, il a vertement critiqué le gouvernement français et sa gestion des grandes affaires diplomatiques, notamment les relations avec l'Algérie, en dénonçant les provocations du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, l'accusant de mépriser l'histoire et les liens profonds unissant les deux nations, l'Algérie et la France. Voilà ce que dit Villepin. Quelque chose qui m'afflige tous les jours, c'est la façon dont les grandes affaires diplomatiques sont traitées aujourd'hui par les hommes politiques français, par Twitter, en quelques phrases, a dénoncé Dominique de Villepin dans un entretien à Mediapart. Il faut dénoncer l'accord de 1968 avec l'Algérie. Ça, c'est les propos de M. Retailleau. Quant à l'histoire que nous avons à l'Algérie et ce que l'on peut la ramener à une formule comme cela, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut supprimer les accords de 1968? C'est ça une diplomatie? C'est ça une politique vis-à-vis d'un pays avec lequel nous sommes liés par la culture, par l'histoire, par la géographie? C'est comme ça que s'interrogeait de Villepin suite aux déclarations du ministre de l'Intérieur. Voilà, je voulais dire ça. Et puis bien sûr, je peux continuer parce qu'il y a d'autres personnes qui ont suivi les déclarations de Dominique de Villepin. Et bien sûr, c'était des provocations. Alors là,
dois citer Mathilde Panot, qui a continué à suivre ce que disait Monsieur de Villepin, surtout quand François Baroux, qui est le Premier ministre, qui disait comment se fait-il que quand il parlait de certains nouveaux Français, ne sont que des Français de papier. Et ça, c'est Bayrou. Il y en a un autre aussi qui a dit ça, mais enfin, je vais citer le Premier ministre. Alors, comment voulez-vous que l'on croit, que l'on continue à croire, après toutes ces occasions manquées, toutes ces insultes, à la coopération entre la France et l'Algérie? Voilà ce que je voulais dire, Nordine. Et j'ajouterai, avant de te passer la parole, cette citation d'Ibn Rushd. L'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation à résoudre de la problématique relation Algérie-France. Et j'ai en toute humilité préféré cette citation d'Ibn Rushd pour répondre à la fausseté des échos d'incultes et d'ignares, des deux rives d'ailleurs, hein, les incultes et les ignares des deux rives. C'est des mythomanes. Ce sont des nostalgiques qui chantent encore en chœur une époque révolue, celle du temps béni des colonies. Voilà, Nordine, je passe la parole. C'est vrai que, Mohamed, le problème entre l'Algérie et la France, c'est un problème quand même qui est un peu délicat. Mais moi, sincèrement, moi je suis optimiste. Je suis optimiste. Parce que ça va se retourner contre des instigateurs qui portent préjudice à l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie, elle est en train de payer, parce qu'elle avait une politique à l'échelle internationale, c'est son soutien, sans aucune condition, le soutien du peuple palestinien. Et ça, ils ne peuvent pas l'admettre, parce qu'aujourd'hui, c'est la presse dans son ensemble. Ils ont pris, parce que c'est le seul pays qui a critiqué Israël et qui a tenu des propos. Il a dit, si on avait la frontière avec l'État d'Israël, ça ne se passerait pas comme ça. Donc, ils veulent le faire payer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai vu tout à l'heure le nouvel ambassadeur américain qui va s'installer en Algérie. Il a été désigné. C'est un bonhomme, c'est Trump lui-même qui l'a choisi pour essayer de renouer de nouvelles négociations, de nouvelles alliances avec l'Algérie, en disant que l'Algérie, c'est un pays qui est très important pour les Américains. Les Américains veulent, en quelque sorte, dire, voilà, nous sommes là. Ça, c'est le nouvel ambassadeur des États-Unis qui va être désigné pour l'Algérie. Le troisième point, donc, quand on va à Ratayo et tout machin et tout ça, moi si j'étais l'État algérien, il disait comme quoi qu'il faut négocier, on va mettre tout sur la table et on va construire une nouvelle alliance, tout ça. Allez, chiche. Mais simplement, ce qu'il oublie de dire, il parle des accords de 68 pour dire comme quoi qu'il faut les arrêter. Moi, je vais encore plus loin. Mettons les accords d'Évian sur la table et on va voir qu'est-ce qui se passerait après. Parlons des amnisties de 1962 jusqu'à 1982, c'est moi. En 1982, le dernier amnistie, c'était les gars de l'OAS qui ont été réhabilités par François Mitterrand. Ils ont été réhabilités, ils ont repris leurs biens et ainsi de suite. Et juste pour information, le doyen de l'Assemblée nationale française aujourd'hui, c'est un ex-membre de l'OAS, il a 84 ou 85 ans. L'ex-mari de Marine Le Pen, le maire de Perpignan, il vient de couper court avec Mostaganem parce que sa ville était jumelée à Mostaganem. Donc ils ont trouvé ce prétexte, mais moi j'en suis sincèrement, Wallah el Adim, je suis optimiste à 100%. Pourquoi je suis optimiste, moi? Là, on est en 2025. En 2027, il va y avoir facilement pas mal de nos jeunes qui vont avoir la carte d'électeur. Et j'en suis persuadé qu'en 2027, vous allez voir comment ça va changer complètement, parce que la décision finale, c'est cette communauté algérienne qu'on est en train de montrer du doigt, et c'est elle qui va décider qui va être président de la République française. Demain, on va représenter 7 ou 8%, et avec ça, c'est à nous de décider. Donc c'est pour ça, de ce côté-là, je suis vraiment optimiste. Mais cette haine qui est en train sur toutes les chaînes,
On ouvre CNews, toutes les chaînes, l'Algérie, l'Algérie, l'Algérie. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie, elle gêne. Aujourd'hui, il y a des problèmes graves en France. Problèmes de pauvreté, problèmes de sécurité, problèmes dans tous les domaines. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont en train, pour détourner l'opinion publique, on parle que de l'Algérie et on oublie les véritables problèmes. Quand vous voyez qu'ils veulent taxer les retraités qui touchent 2 000 € par mois, et c'est là qu'on voit le véritable drame de ce pays-là. Ils ont mis la France en faillite, Macron et ses amis, il faut dire ce qu'il en est. Voilà, c'est pour ça, moi, de ce côté-là, je suis optimiste. C'est vrai que c'est un mauvais passage, mais pour l'accord de 68, c'est dit, raison, on l'ouvre, il n'existe plus parce qu'il a été déjà dépouillé à 4 ou 5 fois, on l'ouvre et on referme, on ouvre et on referme. Mais ouvrons les accords, revoyons les accords d'Évian. Dans les accords d'Évian. Tous les Français tous les Algériens qui sont nés avant 62, ils ont le droit de venir s'installer en France. Tous les Algériens qui sont nés avant 62, ils ont le droit de circuler librement. Et on va devant les tribunaux et on va voir qui c'est qui va gagner. C'est pour ça qu'ils sont en train de jouer à un jeu. C'est Rotaillot avec. Il ne faut pas oublier que Rotaillot aussi, il est beaucoup plus proche de la tendance vraiment de l'intégrisme chrétien. Il ne faut pas oublier. Et il fait partie d'une région qui est la Vendée. Son ami, c'est de Villiers. Et la Vendée, que les gens sachent que les premières chambres à gaz ont été créées en Vendée en 1785, 87, 88. Donc il y a tout un passé. Mais là, bon, on ouvre, c'est tout, pas plus. Moi, j'aurais préféré que l'État algérien, et aujourd'hui en France, on n'a pas un représentant, il n'y a pas d'ambassadeur, il n'y a rien. Il faut un ambassadeur qui est là, qui répond par point. Dernièrement, il y a le recteur de la mosquée de Paris qui est passé à BFM TV. Je ne sais pas si tu as vu son interview. Même si on ne s'entend pas avec ce bonhomme-là, mais on avait l'impression qu'il était devant le tribunal de Nuremberg. On l'attaque, il attaque machin. Et l'Algérie, et pourquoi elle vous donne de l'argent, et pourquoi il a essayé d'expliquer qu'il y avait une subvention qui était donnée par l'État français a arrêté cette subvention, l'Algérie a pris la relève. Pour la taxation, on en a parlé pas mal de fois pour la taxation halal, mais ça ne concerne pas que la mosquée de Paris. Il y a la mosquée d'Ivry, il y a la mosquée de Lyon, il y a plusieurs sociétés qui sont spécialisées dans la certification. Mais donc on voit que les journalistes, ils ne s'intéressent pas vraiment sur le fond de la question. Ils prennent juste quelques bribes, un mot, 2, 3 mots, hop. Ah oui, dites-nous ça. Dites-nous ça. Il a dit que je suis devant un tribunal ou je suis devant des journalistes. Donc on voit que c'est une haine viscérale, mais j'en suis persuadé qu'à la fin, il y aura quelque chose de positif pour notre communauté, et je dis bien notre communauté algérienne, parce qu'il faut, aujourd'hui, quand on voit c'est Mohamed, il y a une députée que je ne citerai pas de nom, et je ne voudrais pas dire d'origine elle est, députée du côté de Grenoble, elle a demandé à la présidente de l'Assemblée nationale française de dire comme quoi qu'il faut le groupe qui est groupe avec le Polisario d'amitié de l'Assemblée nationale, qui n'a pas le droit d'exister maintenant du moment que le Maroc, que la France a reconnu le Sahara occidental. Et en plus de ça, elle a déposé une loi pour que les femmes qui accompagnent les enfants pour la scolarité à l'extérieur et tout ça, qui ne portent plus ce foulard qu'eux ils disent hijab, je ne sais pas quoi. Et eux, ils sont très intelligents. À chaque fois, quand ils veulent prendre des décisions, après, ils mettent des musulmanes. Entre guillemets, musulmanes. Quand ils veulent parler de machin, après, ils ramènent un autre aussi, un musulman. C'est lui qui va parler contre ces gens-là pour dire que nous ne sommes pas racistes, que nous ne sommes pas ça. Fadal, c'est Mohamed. Là, tu sais, je voudrais partager ton optimisme, Nourdine, mais j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Non pas que je veux dessiner un futur lugubre en ce qui concerne les relations algéro-françaises, mais la vie de tous les jours m'enlève toute espèce d'espoir. Quand je prends, par exemple, la dernière en date, c'est l'Europe. L'Europe qui fait une résolution,
pour condamner l'Algérie. À cause de qui? À cause de Sansal. Puis après, je te donnerai la parole si tu veux. Bon, moi, je ne vais pas dire que cette haine, cette propagande, ces épistémicides datent depuis l'affaire de Sansal, non, parce que ça a commencé bien avant cela. Mais disons qu'avec Sansal, là, on a mis en exergue toute la plus grande hypocrisie française et maintenant européenne en ce qui concerne, entre guillemets, ce droit à l'expression. Moi, je prends Sansal, je n'ai aucune sympathie. Les Algériens, pour moi, la liberté d'expression, c'est pas d'aller sur des plateaux et de vilipender, de traîner dans la boue un pays qui lui a tout offert. Mais ça, encore une fois, c'était en France. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit déjà mille et une fois. La veille, il dînait avec Driancourt. Il avait été sur, comment dirais-je, les plateaux du CRIF en traitant d'Algérie, de presque qu'elle n'existait pas, que l'Ouest algérien appartenait au Maroc, etc. Puis après, il va en Algérie, bien évidemment. En Algérie, pour un homme qui était, encore une fois, il ne faut pas l'oublier, il était directeur central du ministère de l'Industrie, qui est un grand ministère. C'est quelqu'un dont le père s'est sauvé comment dirais-je, des poursuites contre lui parce qu'il était rifin du Maroc et l'Algérie lui a offert, je parle de son père, lui a offert l'hospitalité, il a épousé une Algérienne, etc. Puis ils ont enfanté Reda Sansal qui a fait les grandes écoles, tout ça gratuitement. Et pour nous remercier de ce qu'a fait l'Algérie pour son père et pour lui permettre de faire ces grandes écoles qu'il n'aurait jamais pu faire s'il était en France, voilà qui va sur les panneaux. Donc cette histoire de Sansal, c'est juste une excuse pour laisser libre cours à ce racisme des Français qui a toujours existé. Je suis désolé, Nourdine. Ça, pour moi, c'est un tableau des plus noirs qui est en train de se peindre dans les relations franco-algériennes. Et je ne peux pas, moi, me taire sur ça. L'hypocrisie des défenseurs de Sansal, par exemple, on ne veut pas dire qui a nourri cette hypocrisie. Ce sont les gens qui le supportent, ce sont tous des élus pratiquement d'extrême droite et qui détestent l'Algérie et qui cautionnent le discours d'un islamophobe, c'est-à-dire Sansal. Ils ne sont pas en train de défendre la liberté d'expression, car ce sont eux-mêmes qui font la chasse et condamnent ceux qui défendent la cause palestinienne. Tu l'as très bien dit. Ceux qui défendent la cause palestinienne, ces mêmes gens qui supportent les Sansal pour la liberté d'expression ne veulent pas de cette liberté d'expression pour ceux qui défendent la cause palestinienne. En réalité, je pense que Sansal, oui, c'est un franco-algérien. D'ailleurs, il a reçu sa nationalité française de Macron en l'espace de moins d'un an, alors que normalement, le procès, c'est au moins 3 ou 4 ans. Mais enfin, ceci mis à part, c'est encore là où je te dis, Nourdine, je ne peux pas partager ton optimisme eu égard à cette haine qu'on a contre l'Algérie qui était cachée il y a encore quelques années, mais maintenant, c'est devenu une normalité. Alors, moi, je prends l'affaire de Sansal comme excuse pour ces racistes, même si tu as des gens qui se joignent à lui. Bien sûr, ils ont pris d'autres gens d'origine algérienne, par exemple Kamel Daoud qui dit mon frère Sansal. Kamel Daoud qui parle de liberté d'expression, c'est quelqu'un qui est poursuivi en France et je veux dire que l'Algérie a poursuivi parce que quoi? Non seulement il a, comment dirais-je, pris son dernier livre pour lequel il a eu le prix Goncourt, c'est l'histoire d'une petite Algérienne qui a failli se faire égorger. Elle a encore les traces sur son cou de gauche à droite par les terroristes algériens durant la décennie noire. Et parce que sa femme et sa psychiatre qu'elle a suivie, il a pris le dossier psychiatrique après la mort des parents adoptifs de cette petite jeune fille. Et la France, quand elle parle de liberté d'expression, n'a jamais accepté que cette petite Arban, dont Kamel Daoud s'est inspiré, passe sur les chaînes françaises. On parle de liberté d'expression. Je vais encore prendre une autre liberté d'expression à géométrie variable. Rachid Neguez, pour qui je n'ai pas une grande sympathie,
Enfin, toujours est-il que Rachid Neguez était aussi un Français qui a été emprisonné en Algérie. C'est quelqu'un qui a écrit 7 livres. Il était en prison en Algérie et la France n'a pas levé le petit doigt pour l'aider. C'est quoi cette expression pour ces manifestations pour la liberté d'expression? Pourquoi? Parce que Kamel Nagaz, lui, n'est pas un anti-islam, il n'est pas un islamophobe et malgré tous les problèmes qu'il a eu avec l'Algérie, bon, ça fait partie d'un débat, mais toujours est-il que la France n'a pas bougé le petit doigt. La France, maintenant, ça y est, ça a été au niveau européen. Je ne me souviens pas, moi, que les Européens ont fait une seule manifestation, pas manifestation, pardon, une seule résolution pour condamner le génocide qui se passait à Gaza. Il y a eu quelques voix qui se sont élevées pour dire oui, il y a des femmes et des hommes. Mais pourquoi ils n'ont pas fait une résolution? Il faut une résolution pour un homme qui s'appelle Sansal et il se tait sur 45 000 morts de Gaza pour la plupart des femmes et des enfants. Non, Nourdine, je ne peux pas être optimiste. Je ne peux pas te joindre et peut-être, je ne sais pas, il y a toutes ces, comment dirais-je, comme je disais dans mon introduction, ces chances manquées pour approcher les deux livres. Et non, ça n'a jamais été le cas. Ça a toujours été construit sur des mensonges. Est-ce qu'il y a vraiment la coïncidence historique si on prend le coup d'épouvantail du consul français en 1827 qui va donner après l'invasion d'Algérie, c'était aussi parti sur un mensonge. C'était une dette. Bon, je ne vais pas revenir sur ça, mais c'était une dette que la France avait. Elle n'avait pas seulement depuis un an, depuis 18 ans, elle n'avait pas payé sa facture. Et Charles X a trouvé cette excuse. C'était même pas un coup d'éventail. Il avait frappé comme ça 2-3 fois pour lui dire, mais non, ce que vous dites est faux, remboursez-nous des factures. Et encore une fois, ça a été propagé. C'est de la propagande, comme aujourd'hui avec les Zemmour, comme aujourd'hui avec Retailleau, comme aujourd'hui avec les Kamel Daoud, comme aujourd'hui avec toute cette France de, par exemple, Marion Le Pen qui se joint pour demander à ce qu'on échange Sansal contre les 3500 détenus dans les prisons françaises qui sont des détenus algériens ou franco-algériens. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est, Nourdine? Comment veux-tu que je sois optimiste quand je vois ça? C'est l'histoire qui se répète d'un coup d'épouvantail en 1827, sur lequel je peux revenir après pour vous donner les détails historiques, à ce qu'aujourd'hui, ce qu'on dit sur les télévisions, BFM, CNews, etc., tous ces mensonges, ces épistémicides, on fait passer Sansal pour quelqu'un qui est pour la liberté d'expression, mais la liberté d'expression, sa liberté d'expression, quand il insultait les Algériens sur les plateaux, là, non. Puis maintenant que les Algériens réclament leur droit aussi d'avoir la liberté d'expression et leur liberté, c'est-à-dire leur souveraineté, non, on la refuse. Je ne sais pas, Nourdine, si tu veux reprendre la parole, je t'en prie. Non, sincèrement, là, je suis optimiste, sincèrement. Et j'en suis persuadé que quand on sait que la France n'a jamais tenu parole avec tous les traités qu'elle a signés avec l'Algérie, le premier traité avec De Bourmont, qui était le responsable de la colonisation de l'Algérie, c'est lui le premier. Les documents qu'il a signés avec les Turcs de l'époque, parce que c'était eux qui colonisaient l'Algérie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme quoi que la liberté du culte, la liberté d'entreprendre, la liberté de tout. Et ça marchait, ça allait marcher. Et après, ils sont revenus sur leurs paroles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des mosquées, ils en ont fait des écuries. Bien sûr. D'autres mosquées, ils en ont fait une grande église. Et de partout. Et des mosquées, ils en ont fait ils n'ont pas tenu parole. Et en plus de ça, lorsqu'ils allaient, par exemple, les soldats français de l'époque, quand ils allaient dans les marchés, dans les machins, quand ils trouvaient le doigt, avec une bague, ils coupaient, ils n'enlevaient pas simplement la bague. Ils coupaient le doigt pour enlever la bague. D'une cruauté incroyable. C'est le premier point. Après, il y a eu le traité de Michel avec les miracles. Le traité de Michel n'a jamais été accepté il a été accepté par Desmichel, le général Desmichel. Ils ont signé des accords, comme quoi que les Français ils restaient d'un côté, les Arabes d'un autre côté, pour trouver un terrain d'entente. Bugeaud, il vient, il casse tout. Allez, non, allez. Donc, ils n'ont jamais tenu parole avec tous les traités qu'ils ont signés avec l'Algérie. Donc, ce n'est pas la première fois. Maintenant, Bruno Retailleau, quand il parle de Boualem Sansal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit mon ami Boualem Sansal.
Depuis quand qu'il est ton ami Boualem Sansal? Mais là, tu le connais depuis des années. Donc, c'est ça. Mais il y a, moi, je vois la Koulhalana au niveau de Marseille. Il y a une jeunesse, ça lui a permis de se réveiller. Et Wallah, il si Mohamed, si la communauté algérienne, et là je lance un appel à la communauté algérienne, si simplement, que ce soit nos enfants, que ce soit notre entourage, les obliger à aller prendre leur carte d'électeur, le renouvellement de leur carte d'électeur. Demain, il va y avoir, en 2027, c'est demain 2027, ça j'en suis plus que sûr, il va y avoir dans les 8 à 9% du vote algérien. Et là, on va voir qui aura le dernier mot. Donc c'est pour ça que c'est une question. La France, elle est dans un état lamentable sur le plan économique. Ils sont en train, la preuve, ils veulent même taxer les retraités qui touchent 2 000 euros. C'est grave. Et donc pour détourner tous ces problèmes-là, hop, on leur met l'Algérie. Mais ils sont obligés de s'arrêter. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, le pouvoir algérien. Le pouvoir algérien, laissez l'ambassade, il n'y a pas d'ambassadeur, la nature, elle a horreur du vide. Oui. Et pourtant, les diplomates algériens, nous avions parmi les plus grands de la diplomatie, avec ces Algériens, Mohamed Yazid, Moussaad, Dahleb, et ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a des hommes qui viennent en France là, et qui répondent à toute cette presse, à tous ces machins-là. On a vu dernièrement l'ambassadeur chinois. Lorsqu'on attaquait la Chine, chaque soir, l'ambassadeur, il était à TF1, il était de partout. Et il défendait son pays. Et là, on n'a personne, c'est Mohamed. On n'a personne. Et ça, je pense, c'est une erreur monumentale. C'est une erreur monumentale. Il faut un ambassadeur. C'est pas cool. Il faut un ambassadeur, au moins que je puisse défendre. Parce que l'ambassadeur, il a le droit de défendre cette communauté. J'en suis persuadé, je vais vous faire rappeler un ancien ambassadeur d'Algérie en France, Djemal Houhou. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, ben, Biskri. C'était Djemal Houhou. Je vous rappelle, je connais bien la famille, oui. Les propos qu'il tenait à TF1 et Antenne 2. Parce qu'on a expulsé, on a refoulé une vieille dame de 80 ans. Il est passé à la télévision, il dit pour ça, vous êtes capable de couper. Il a dit pour ça, on est capable de couper les relations diplomatiques. Parce que vous portez atteinte à une dame qui a 75 ou 80 ans, un simple policier qui prend le machin de. Pourquoi on n'a pas des hommes là? On a des hommes. Mais malheureusement, la nature est l'horreur du vide. Avec tout ce qui se passe, c'est Mohamed Makanoualou, il n'y a personne qui parle. De temps en temps, le ministre des Affaires étrangères, il dit un mot là, deux mots, il se tait. L'Amamra, il a été obligé de répondre à un ministre de la Défense parce qu'il est comme représentant du secrétaire général de l'ONU. Subhanallah, il faut mettre quelqu'un et répondre au point par point. Monsieur Rotaillot, on ouvre les documents, on halou les documents, on halou les accords d'Évian. On va voir qu'est-ce qui s'est passé pendant ces accords d'Évian. On va parler des amnisties de 62 jusqu'à 82, que le peuple français sache que Mitterrand a gracié des criminels et des assassins. C'est-à-dire que pour répondre à ce que tu viens de dire, je ne peux que me joindre à toi, partager ce que tu viens de dire d'une manière si éloquente. Ambassadeur, quelles que soient les raisons, il faut toujours qu'il y ait de représentation diplomatique, justement, même en terre ennemie, si on prend durant les guerres mondiales, si on prend même en Algérie, à l'époque de Charles X, il y avait aussi un consul français, d'ailleurs c'est de là que vient le coup d'éventail, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, quelles que soient les disputes qu'on a avec un pays, il faut qu'il y ait quelqu'un pour défendre le pays dans lequel l'Algérie est attaquée, notamment l'ambassadeur de France. L'ambassadeur d'Algérie en France. Qui plus est, lorsqu'on a une communauté aussi importante en France. En France, si je ne me trompe, je crois qu'il y a 22 consulats. Enfin, si tu oui, il y a des consulats. Il y a 22 consulats et le consulat, normalement, bien sûr, la chaîne, c'est de répondre à l'ambassadeur qui est présent. Mais pourquoi ils n'ont pas remis, ça fait
rappelle-moi, ça fait plus d'1 an que nous n'avons pas d'ambassadeur à Paris. Là, je suis d'accord avec toi. Là, j'ai du mal à comprendre, on dirais-je, ce vide, comme tu dis, la politique a horreur du vide. Non, là, j'arrive pas, d'ailleurs, je n'ai même pas les mots pour l'exprimer, parce que normalement, il faut que cet ambassadeur soit là, justement, pour défendre lorsque l'Algérie est attaquée, surtout là en ce moment. Puis en plus, comme je disais, avec 20 consulats, ça prouve quoi? Ça prouve que, bon, d'abord, les Algériens sont partout en France, puis ici, ils sont nombreux. Parce que les consulats, c'est pas seulement pour comment dirais-je, gérer les Algériens qui ont une carte de résidence, etc., mais c'est aussi pour mettre la communauté ensemble, à mon avis, encore une fois. Hein. Donc, c'est très important d'avoir ces échanges diplomatiques. Et je ne comprends pas, je vais encore me répéter, pourquoi l'ambassadeur n'est toujours pas en Algérie. Qu'on le rappelle pour consultation pour quelques jours, d'accord, mais là, ça laisse libre cours à tout ce qui existe aujourd'hui. Bon, tu disais, encore une fois, le silence. Je parle le silence de l'Algérie par rapport à ce qui se passe actuellement. Là, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Bon, moi, j'ai compris pourquoi ils avaient renvoyé cet influenceur que les Français voulaient imposer. Comme tu l'as dit lors de précédentes émissions, qu'il n'était pas condamné, qu'il n'était même pas passé devant les tribunaux, alors que normalement, il faut qu'il y ait une condamnation avant qu'on procède à ce genre d'expulsion. Mais encore une fois, parce qu'il y a un vide, ils se sont permis de faire ça en France. Heureusement, bon, en Algérie, après, ils ont rectifié le tir en disant mais on n'en veut pas, il faut suivre le protocole juridique en ce qui concerne cet individu. Maintenant, Nordine, pour revenir un petit peu à ce que tu disais, cet éveil auprès de la communauté. Oui, il faut qu'il y ait un éveil auprès de cette communauté. Et je pense que ça commence. Moi, ce n'est pas parce qu'il y a quelques individus qui sont devenus des célébrités au niveau de la chanson, au niveau du cinéma, etc. Pour moi, c'est bien. Ils ont réussi. Mais eux n'ont pas besoin d'aide comme celui qui a grandi dans ces banlieues. Lui, non seulement il a besoin d'aide, mais aussi pour exprimer sa rébellion, il a besoin d'être encadré. Sinon, ça donne ce qui s'est passé il y a 5 ou 6 ans, il y a 5 ou 6 ans dans les banlieues, où les banlieues étaient à feu et à sang. Rappelle-toi avec Sarkozy, etc., lorsqu'ils disent qu'il faut tous les passer au Karcher, etc. Enfin, mais encore une fois, c'est ça aussi le rôle de la représentativité algérienne, c'est pour prendre soin de sa communauté, qui est encore de nationalité, mais aussi faire là, je vais utiliser un mot peut-être que beaucoup de personnes n'aimeront pas, faire un lobby, au même titre que le lobby sioniste, au même titre que le lobby des Français d'origine italienne, le lobby des Français qui sont, comment dirais-je, d'origine polonaise dans le nord de la France, etc., comme des lobbies pour les Tunisiens. Bon, je peux même parler du lobby des Marocains en France. Pourquoi nous, il faut que l'on commence à prendre conscience, comme tu as dit, que le bulletin de vote qu'on met dans l'urne est important. Ça aussi, je pense, à mon avis, qu'il doit y avoir ces organisations. Bon, moi, je dis toujours, et je le répète à ce micro, je regrette que l'on ait supprimé l'amicale des Algériens en France. Moi, j'ai grandi avec l'amicale des Algériens en France. Et l'amicale des Algériens en France, elle avait un rôle sociétal très important, non seulement pour réunir les Algériens qui vivaient en France. Moi, je me souviens des colonies qui étaient envoyées en Algérie, par exemple. C'était l'amicale des Algériens en Europe. Les cours d'arabe, il n'y avait pas une ville où il y avait une communauté algérienne où il n'y avait pas un prof d'arabe. Moi, je me souviens, et ça se passait où? Ça se passait où? Dans des écoles municipales, ou encore, je me souviens, dans des petites villes en France, moi je viens de Tourcoing, il y avait même, et ça prouve quand même qu'il y avait un travail qui était fait, dans les maisons de jeunes et de culture, etc., il y avait des profs d'arabe. Surtout quand on prend des communautés très importantes qui avaient Lille, Roubaix, Tourcoing, etc. Là, ça n'existe plus.
Il n'y a plus cet encadrement. Ça, c'était grâce à l'amicale des Algériens en France. J'espère que ça va revenir. Tu dis toujours, et je partage avec toi ce que tu disais, c'est que maintenant, ces jeunes Français d'origine maghrébine ne veulent plus baisser la tête pour aller travailler. Au contraire, ils ont la tête bien haute. Ce sont des médecins, ce sont des avocats. Il y a, comment dirais-je, des professeurs d'université, etc. Mais ça, c'est une minorité. C'est comme partout, hein. Les médecins, ce n'est pas la majorité en France. Les chercheurs d'université, ce n'est pas la majorité en France non plus, même s'ils sont français. Ce sont des gens qui peuvent être des leaders, mais ce n'est pas suffisant. Il faut s'occuper aussi de ces gens qui, à mon avis, c'est beaucoup plus important, qui sont les délaissés de la République française. Et c'est pour ça que, eu égard au contexte politique dans lequel sont confrontés ces petits jeunes, il y a des dérapages. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse une étude sociétale, et je ne parle pas de 93, le livre qui a été écrit par Keppel. Franchement, j'ai lu le livre et à chaque fois, je dis, mais il n'y a pas plus grande fausseté de ce qu'il disait dans ce livre. C'est-à-dire que, bon, ce sont ces petits jeunes de banlieue, etc., qui refusaient la République française. Ce n'est pas vrai, ils ont été délaissés. Le refuge qu'ils ont trouvé, c'était quoi? C'était ou cet imam qui ne connaissait rien du tout à la religion musulmane, ou bien il se livrait à la drogue, il se livrait à la prostitution. C'est ça, Nordine, quand tu dis qu'il faut qu'il y ait un éveil, il faut bien regarder le miroir de cette composante de l'immigration aujourd'hui. C'est vrai, je reconnais qu'il y a cette crème de la crème qui est là, mais ce n'est pas elle qui a besoin d'aide. Elle va toujours s'en sortir, même si elle va souffrir de racisme. Moi, ce sont ces petits gosses qui sont en banlieue, ces petits garçons, ces petites filles, qui regardent le futur et puis ne voient rien dans ce futur. Ils sont complètement délaissés. Ils ne pourront jamais aller vivre encore en Algérie puisque c'est un pays qu'ils ne connaissent pas et dont on n'a jamais parlé. Il n'y a personne qui était là pour les encadrer. Donc, il y a toujours ces uluberlus qui viennent, qui leur disent n'importe quoi et on sait comment ça finit. Encore une fois, je dépeins peut-être une image qui n'est pas très, comment dirais-je, optimistique, mais en tout cas, j'essaie d'être factuel. Tfadal, Sidi Nordine. C'est Mohamed. Moi, tout à l'heure, on avait une petite réunion il y a quelques amis. Il y avait le député de l'immigration, qui, de sa formation, il est médecin. Il est député de Toulouse. Parce que demain, je crois, ou après-demain, il va avoir une réunion avec le ministre des Affaires étrangères à Alger. Et moi, il y avait des gens qui lui disaient il y avait pas mal de demandes. Et lui, il a dit, je vous promets, quand j'arrive, je suis obligé de les soumettre. Alors maintenant, c'est à lui de décider. Et moi, je lui ai dit, il n'y a qu'une seule possibilité. Quand on voit le ministre de l'Intérieur qui dit qu'il faut ouvrir tous les dossiers et de négocier d'égal à égal, il y a le chiche. Mais à une condition. Je redis ce que j'ai dit au départ. On ouvre les accords d'Évian et on va voir ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'ils ont été appliqués? Est-ce qu'ils n'ont pas été appliqués? C'est la chose la plus importante. On voit les amnisties de 62 jusqu'à 82. Le seul pays au monde, c'est Mohamed, je dis bien le seul pays au monde, que les tortionnaires, et les criminels et les assassins n'ont jamais été inquiétés, c'est l'Algérie. Le seul qui a reconnu et qui a été condamné, c'est le général Ozares. Il a été condamné parce qu'il a reconnu lui-même un livre qu'il a écrit en 2000 en disant comme quoi qu'il a pratiqué la torture et si c'est à refaire, il le referait. Il a été condamné à 2 ans et demi de prison, quelque chose comme ça. C'est ça. Les crimes contre l'humanité, ils sont imprescriptibles. On peut ouvrir et les mettre en application à n'importe quel moment. Pourquoi l'Algérie ne fait pas ça? Elle aime être cherchée. Les consuls, c'est Mohamed. Moi, je n'ai rien contre les consuls. Mais le consul, il ne peut rien faire s'il y avait un ambassadeur, il reçoit des ordres, voilà, allez-y vers la presse, un petit feu vert. Mais il n'y a personne. Le consul, il est là, c'est un maire, il administre des administrés pour le passeport, pour la carte consulaire et ainsi de suite. C'est tout, pas plus, mais il n'y a rien. Donc il faut que le gouvernement algérien, déjà, moi je pense à mon avis, qu'il doit nommer un ambassadeur le plus tôt possible. L'ancien ambassadeur qui était à Paris, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris l'ambassadeur au Portugal.
Donc, même pour amener notre ambassadeur, il faut les lettres, je ne sais pas, de les créances d'allégeance, machin, et je ne sais pas, et je ne sais pas. Pourquoi créer ce jeu? Et aujourd'hui, on se retrouve dans la communauté algérienne, surtout les résidents et les immigrés algériens, il n'y a rien. C'est pour ça, moi, mais par contre, il y a une jeunesse qui commence quand même à se réveiller, et dans tout malheur, il y a quelque chose de bénéfique. Le mal qui est en train de se déverser sur notre communauté, j'en suis persuadé que ça va pousser les gens à s'unir, ça va pousser les gens à se rencontrer, et ça c'est sûr et certain. On parle des 15 000 médecins qui sont en France et Mohamed. C'est une force qui n'a pas de 15 000 médecins. Il n'y a pas un, il n'y a pas deux, il n'y a pas quatre, il n'y a pas cinq. Et dans tous les domaines, même dans la police, il y a des franco-algériens, dans les douanes, il y a des franco-algériens, dans les hôpitaux, dans les ambulances. Ici, une ville comme Marseille, c'est Mohamed. Si on enlève simplement les infirmières qui sont des franco-algériennes, Wallah, demain, il va y avoir une crise monstre. Parce que moi, je le vois, la plupart des infirmières, ils sont tous des franco-algériennes. C'est pour ça que c'est ça, moi, l'optimisme. L'optimisme, et en 2027, il faut préparer que cette communauté puisse s'arranger en 2027 pour dire, voilà, nous existons, nous sommes là et nous allons voter. Voilà, et le dernier mot, il reviendra à notre communauté. Et de tout le temps, c'est Mohamed, c'est les minorités qui ont fait la loi. Juste une anecdote. En 1981, lorsqu'il y a eu l'élection de Mitterrand avec Giscard d'Estaing, qui c'est qui a fait perdre l'élection de Giscard d'Estaing? C'est la communauté juive de France. Et ils ont lancé un appel pour la première fois, un appel solennel de voter pour Mitterrand. Et à l'époque, il représentait dans les 650 000 voix. Parce qu'ils ont voulu à Giscard d'Estaing, quand il est parti en Syrie, pour le Golan, il a pris les jumelles à l'envers, regardez, chauffeur, par mépris. Et là, la communauté juive ne lui a jamais pardonné ce qu'il a fait. Et aux élections de 81, un mot d'ordre, et Mitterrand, il est passé avec 51%, et avec 650 000 votants de la communauté juive de l'époque. C'est pour ça que moi, j'en suis persuadé. C'est vrai qu'ils en profitent parce qu'il n'y a pas d'ambassadeur, il n'y a rien. Il n'y a personne qui parle. Il n'y a personne. La télévision algérienne, ils reviennent en arrière, on nous montre des films de 1914, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien. À part la dame là, qui s'occupe de l'avocate. Là. De temps en temps, elle passe. Mais elle fait rien, madame Skena. Elle essaye de. Voilà, on ramène quelques historiens. Pourquoi ne pas créer avec les consulats, pour créer dans toutes les villes de France, mais vraiment dans toutes les villes de France, il y a des débats sur la colonisation. On loue des salles, on fait une grande campagne pendant 2 ou 3 mois, et on ouvre des salles à Lyon, à Marseille, à Paris, dans toutes les grandes villes. Et le même jour, une campagne, par exemple un samedi, le même jour en France, parler de la colonisation. On ramène des historiens compétents. Il y en a encore quelques historiens, il y en a des gens qui sont capables. Mais il faut que l'Algérie, elle bouge. Elle bouge. Ce silence des autorités, de temps en temps, ils lancent un petit mot laminé. C'est ça Tfadal, Mohamed, tfadal. Ouais, qu'est-ce que je peux dire, René? Tu sais, c'est quand je vois les relations franco-algériennes aujourd'hui, j'espère qu'on pourra pouvoir te dire que tu as raison, qu'on va remettre ça sur il y a encore un espoir pour les remettre sur la bonne voie, mais enfin, c'est des relations qui sont turbulentes entre la France et l'Algérie. Là, ça atteint un creux, c'est le creux de la vague, hein, si je peux me permettre de dire ça, parce que bon, que ce soit la France ou l'Algérie, maintenant ils s'accusent mutuellement d'humiliation et il y a, comment dirais-je, toujours les spectres de cette ancienne colonie française. On ne veut pas accepter maintenant qu'elle n'est plus sous la domination française, que c'est un pays qui est indépendant depuis 60 ans. Mais toujours est-il que, encore une fois, c'est une histoire lourde qui est marquée par cette domination coloniale et les cicatrices, je pense, à mon avis,
ne sont pas encore tout à fait fermés, même si toi tu dis qu'il faut faire appel à des historiens. Rappelle-toi le mémoire qu'a écrit Benjamin Stora. Bon, j'ai lu le mémoire, j'ai assisté à ses conférences. Il y avait quand même une connotation politique, bien que j'ai beaucoup de respect pour Benjamin Stora. Donc, encore une fois, ça c'est au niveau politique. Mais moi, ce que je me dis, je reviens encore une fois à la communauté française d'origine algérienne. Il faut effectivement qu'elle se réveille. Pas, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas réveillée, parce que comme tu viens de le dire à juste titre, quand tu as une communauté algérienne de 15 000 médecins, c'est sûr que bon, ça marque. 15 000 C'est du lourd. Exactement, mais ils ont percé dans leur domaine, etc. Même, bon, tu sais, on en a parlé la dernière fois, le fils de l'ancien recteur de la mosquée de Paris. C'est un éminent cardiologue. Et donc, il y a ça. Mais maintenant, moi, je veux dire, il y a des échanges qui ont eu lieu. Par exemple, quand Macron a visité l'Algérie en 2017. Encore une fois, qu'est-ce qu'il a fait? C'est là où il a annoncé, puisqu'on parle de médecins, il a dit, bon, les médecins algériens qui veulent exercer en France, c'est en 2017. Hein, ils sont les bienvenus. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cet appel? D'abord, ça coûte une fortune former un médecin. Ça, c'est la première des choses. Qui plus est, eu égard à la structure en Algérie, parfois ces médecins, lorsqu'ils finissent les études, ils ont quelques difficultés. Tu vois que là, il y a quelqu'un qui vient les voir, qui est président de la République française, qui leur dit, venez, vous pouvez venir chez nous, on va vous arranger pour avoir la carte de résidence, etc. C'est 15 000, enfin, je ne sais pas si c'est les 15 000 qui sont partis, mais une grande partie de ces 15 000 viennent d'Algérie, de formation algérienne. L'Algérie, elle a investi sur ces médecins. L'Algérie les a laissés partir. Je ne suis pas là, moi, pour être juge en disant que ce médecin, il est parti en France parce qu'il n'avait pas de possibilité de travailler en Algérie, etc. Bon, ça, ce sont des considérations de tout à chacun. Ils sont libres. Mais ce que je vois, moi, c'est la finalité. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que? Quelle est cette causalité? Qu'un médecin qui a été formé en Algérie, tous ces investissements qui ont été faits par l'État, du jour au lendemain, il peut aller en France et s'installer. Ça, c'est déjà, pour moi, une constatation. Et puis, il y a des questions que je me pose sur, justement, pourquoi ça a été fait, par les deux rives. Hein, pourquoi ça a été fait? Parce qu'il a dit ça, Macron, il l'a dit en Algérie, à partir de l'Algérie, en présence du président algérien. Il ne l'a pas dit à partir de France. Ça, c'est une première. Puis maintenant, encore une fois, lorsqu'on voit les incidents qu'il y a au niveau, comment dirais-je, liberté d'expression. On peut toujours insulter l'Algérie, on peut insulter les musulmans, etc. Il n'y a personne qui dira rien. Je ne parle pas des Français parce que eux, ils vont s'alimenter à cette sève de la haine, comme je disais tout à jour, à l'encre de la haine. Voilà ce qui s'est passé avec l'affaire, par exemple, Sansal. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais encore une fois, est-ce que de l'autre côté, il y a eu un écho? Et comment ces Algériens qui vivent en France, qui veulent regarder vers l'Algérie, puis qui entendent toutes ces insultes à leur égard, et que leur pays d'origine ou le pays de leur père, en tout cas, au moins ils perçoivent ça comme quoi il n'y a rien qui a été fait pour eux. Et en plus de ça, là je vais peut-être être un peu dur, à chaque fois qu'il y a l'ouverture des ambassades françaises pour les dossiers, pour aller étudier en France, c'est des milliers et des milliers et des milliers de demandes qui sont faites. Et c'est là, Nordine, où moi je dis qu'il faut qu'il y ait une escalade, pas dans l'humiliation, pas dans la demande d'excuses. Non, il faut qu'il y ait une escalade dans le réveil et créer ce que d'autres communautés ont créé, que ce soit les Portugais, les Espagnols, les Italiens, bon, bien sûr, et les Israéliens. Ils sont en nombre, ils sont en France, ils ont des positions ou d'ingénieurs, ou d'avocats, ou même de petits artisans, ou même d'employés sur les chaînes Renault ou je ne sais quoi encore. Il faut qu'il y ait cet éveil de citoyens. Il ne faut plus, et là je te rejoins en disant ça, il ne faut plus avoir honte d'être citoyen du pays dans lequel on vit, sans pour cela oublier ses origines. Mais il faut travailler sur l'exemplarité pour éviter de laisser libre cours à des Zemmour, pour essayer de laisser des libres cours à des Franckelfort, avec les d'origine de
de l'Est. Le philosophe. Oui, voilà, c'est ça. Et bien sûr, bon, les sans-sales, et puis même maintenant aussi d'autres qui se sont joints à eux. Et c'est là où moi je me dis, je ne vais pas dire à qui la faute ou à qui profite le crime. Mais là, je me dis, il est temps pour nous de prendre le miroir, de voir ce que nous sommes et d'essayer par nous-mêmes d'aller au plus profond de notre âme pour dire, bon voilà, on est quand même une communauté qui est là, qui est existence. Il faut arrêter de se laisser frapper dessus. Et ce n'est pas les pays d'origine qui vont venir défendre, surtout l'Algérie, elle n'a même pas d'ambassadeur, comme on disait tout toujours, mais ce sont les gens qui vont se réveiller, qui vont dire rebellez-vous. Un fameux livre, j'ai oublié, enfin, quand il parle aux jeunes, il dit rebellez-vous, 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 c'est-à-dire c'est vous qui allez faire le sillon de votre liberté. Ça ne va pas venir de l'autre côté de la Méditerranée, on n'a même pas d'ambassadeur. Je ne suis pas là en train de faire un blâme ou de montrer du doigt X, Y ou Z. Je suis simplement en train de dire il faut s'organiser et c'est ça le militantisme. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile, mais c'est comme ça que c'en est. Toi, tu dis c'est toujours par la minorité que viendra la liberté. Hein, allons-y, allons-y. Il faut commencer. Il est grand temps de commencer. Puis on a une opportunité ici, c'est quand on voit en France, puisque bon là on parle d'une communauté qui France, les Algériens, les nombreux Algériens qui sont en France, qu'ils soient Algériens ou bien des Français d'origine algérienne, je pense, encore une fois, que la situation d'aujourd'hui, comme tu l'as décrite, si cette communauté ne s'organisera pas, personne ne viendra les aider. Au contraire, ça va aller de mal en pis. Parce que ce que je vois aujourd'hui, moi, comment dirais-je, dans la carte électorale en France, 30% 30% des votants votent pour l'extrême droite. Macron, il est dans une. Comment dirais-je, il a eu quoi? Trois premiers ministres ou quatre premiers ministres en l'espace de quoi? De 2 ans, c'est ça? Ils sont dans une impasse qui est déjà très difficile. Alors, ils prennent comment dirais-je, la proie la plus facile. Celle qui, pour ces gens de l'extrême droite, sont à l'origine de tous les maux de la France, bien sûr. L'immigration, pas seulement l'immigration, aussi les musulmans. Alors, je ne sais pas si je dois mettre en premier l'immigration ou les musulmans ou l'islam, parce que quand je vois les journaux français, les plateaux de télévision, si on enlève les musulmans et l'immigration, il n'y a plus aucune nouvelle, plus de nouvelles. Ça prouve quoi? Que la France, elle est dans de piètres draps. Pour s'en sortir, c'est pas accusant ces enfants de la République, c'est peut-être aussi essayer d'ouvrir les voies vers cette communauté. C'est pour ça, Nordine, que moi je dis encore une fois, il faut militer, il faut il faut arrêter de dire oui, moi de toute façon je suis de telle ou telle origine ou de telle ou telle religion. Non. Vous êtes des Français d'origine maghrébine, d'origine musulmane, mais vous avez une opportunité de répondre à cette chaise vide qui a été laissée par ceux qui sont supposés vous défendre. Donc prenez les armes. Quand je dis prenez les armes, c'est pas des fusils et des couteaux, non, c'est prenez les armes, participez dans la vie politique. C'est comme ça que vous allez réussir. Moi, je prends toujours l'exemple, par exemple, il n'y a pas un pays, il n'y a pas une communauté, pardon, qui a souffert plus que les Juifs depuis le Moyen-Âge en France. On parle souvent de 39-45, mais ça va bien au-delà. Mais regarde aujourd'hui, ils se sont organisés. Il n'y a pas un centre politique. Il n'y a pas un centre, comment dirais-je, économique. Il n'y a pas un centre de culture, etc., où ils ne sont pas. Ils ne sont pas aussi nombreux que les musulmans. Regarde ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette volonté. Malgré tout ce qu'on a fait, on a essayé de les anéantir, les chambres à gaz, etc. Enfin, ils sont là. Et regarde où ils sont aujourd'hui. Moi, je n'ai rien contre les juifs. Je suis anti-sioniste, je ne suis pas anti-juif. Je dis, voilà une communauté que malgré tout ce qu'elle a souffert,
a réussi à s'imbriquer dans la vie de la République, malgré toutes les difficultés. Je prends par le début du XXe siècle avec l'affaire Dreyfus et ce fameux J'accuse de Zola, jusqu'à 39-45 avec les chambres à gaz qui étaient nourries par qui? Pas par les Allemands et les nazis. Qui c'est qui les envoyait là-bas? C'était des Français. Des Français chrétiens, j'entends. Et regarde où ils sont aujourd'hui. Je dis, regardez, communauté juive qui a su se défendre, qui s'est créée. Je ne parle pas des sionistes, encore une fois, pour ceux qui m'écoutent, je fais une grande différence. Je n'ai aucun problème avec que ce soit les juifs, les chrétiens, les hindous, n'importe quoi. Mais je prends cette communauté juive parce qu'elle a réussi, malgré toutes les difficultés qu'elle a fait face. Et ce, depuis des siècles. Regarde aujourd'hui. Voilà, Noureddin, je ne sais pas si j'ai bien fait de preuve de cette sorte Nous arrivons à la fin de l'émission. Le temps est passé trop vite. Mais je voudrais que tu répondes à ça avant de conclure l'émission, si tu permets. Moi, si on devait comparer, par exemple, les communautés, il y a une communauté quand même qui vit en France depuis pas mal d'années et que la France lui a ouvert les portes lorsqu'elle était persécutée en Turquie, c'est la communauté arménienne. Et ils ont réussi quand même, car l'Assemblée nationale française, les Français n'ont pas fait la guerre en Arménie, pour dire qu'il y a eu un génocide du peuple arménien. Puis l'Assemblée nationale française, elle existe. Et pourtant, ils n'ont rien à voir avec le... Parce que pourquoi? Parce c'est des gens qui ont investi dans leurs enfants, dans les écoles, dans les lycées. C'est des médecins, c'est des ingénieurs, ce qu'a fait la communauté juive à la fin du 19e siècle, c'est Mohamed. Ils savaient qu'il n'y a que ça qui pouvait les sortir Et c'est pour ça, moi, sincèrement, là, je suis optimiste pour notre communauté. Je suis optimiste et j'en suis. Quand l'Institut Pasteur à Paris, il est dirigé par une Algérienne. Qui aurait cru un jour? Voilà. Donc c'est pour ça que c'est une question de temps. Mais il faut nous organiser, mais il faut que de l'autre côté de la Méditerranée, qu'il y ait un ambassadeur là, qui puisse de temps en temps qu'on le voit à la télévision pour défendre cette communauté. C'est le blackout total. Le président Tebboune, dernièrement, il a fait un discours en disant à l'immigration, vous êtes à l'étranger, mais vous n'êtes pas chez vous. Un jour, ils viendront, des gens, ils vous disent, vous êtes des étrangers. Il y a quoi d'intérêt président pour tous ces gens-là? Il faut que ces jeunes qui vivent dans ces pays-là, occidentaux et en particulier à la France, de dire oui, vous êtes des citoyens français. Et pourquoi vous êtes des citoyens français? Parce que vos aïeux, ils ont quand même, ils n'ont pas été français par le sol. Ils sont français par le sang, parce qu'ils ont versé le sang dans ce pays. On ne parle même pas de sol, c'est loin. Demain, simplement, il faut qu'on fasse, Inch'Allah, un jour, une émission spéciale sur les cimetières qui, en France, où sont enterrés les musulmans. Les gens ils vont dire, c'est pas possible. Il n'y a pas un département, il n'y a pas Marseille, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Il y a un cimetière, un carré où il y a ceux qui sont morts pour la France, et on trouve toujours des stèles avec le croissant et l'étoile. Donc, tout le monde. Donc, nos aïeux, c'est des Français par le sang. Ils ont versé leur sang pour ce pays, pour que ce pays devienne libre. C'est pour ça, moi, sincèrement, je suis optimiste. Parce que là, je vois avec juste une anecdote, il y avait cette année pour l'examen du bac, il y avait 2 jeunes filles qui sont venues me voir. Il y en a une qui voulait un livre sur les femmes pendant la révolution algérienne. Wallah il-Adem. Et l'autre sur la colonisation. Bon, ils ont pris les livres, et bien ils ont eu de très belles notes. Ils ont eu de très belles notes. Donc, c'est des jeunes filles de 17, 18 ans maximum. Elles s'intéressent, mais malheureusement, quand on voit par exemple chez Mohamed que l'État algérien, il a quand même une grande part de responsabilité. Une ville comme Marseille, on n'a pas un centre culturel. Et pourtant, l'immeuble il y est. Ils ont dépensé dans les 700-800 000 euros pour le réhabiliter. Mais c'est un centre culturel où les gens doivent se rencontrer, où les gens doivent. Pourquoi cette peur de cette communauté? Et pourtant, cette communauté, j'en suis prêt, elle est prête à se sacrifier pour son pays. Les jeunes, ils sont prêts à se sacrifier pour leur pays. Mais tout en étant fidèles à la France. Ce n'est pas parce qu'ils aiment leur pays qui est d'origine algérienne, parce que c'est le pays de leurs parents, le pays
Mais même quand on voit qu'est-ce qui se passe, c'est un peu triste. Comment tu laisses toute une communauté sur un troupeau sans berger. Pourquoi on a des hommes capables pour venir être des ambassadeurs? On a des hommes quand même, subhanallah. La diplomatie algérienne, elle était reconnue. Même les Américains lui tiennent. C'est grâce aux Algériens que lorsqu'ils ont libéré les otages des Iraniens, qui c'est qui a fait ça? C'est les Algériens qui ont fait ça, qui ont réussi. À chaque coup qu'il y avait vraiment une grande affaire, on faisait appel aux diplomates algériens. Ça, c'est vrai. À Washington, c'était l'ambassade de Washington. Ils avaient, à côté de notre consulat, c'est eux qui représentaient les Iraniens pendant la... C'est ça le loi. Et aujourd'hui, il n'y a rien. C'est quand même aberrant. Alors, c'est Mohamed, on souhaite, Inch'Allah, que ça. C'est un mauvais passage, mais moi j'en suis persuadé. Je suis optimiste. Allah, je suis très optimiste. Ça, j'en suis persuadé. Parlant d'optimisme, et bien sûr, ton devoir, là je t'interpelle. Quel est le livre que tu vas nous présenter aujourd'hui? Voilà, c'est un livre de Mahfoud Qaddash, Ah, ok, voilà, l'historien. L'Algérie des Algériens, de la préhistoire en 1954. Je ne sais pas si on peut le faire comme ça. Oui, bien sûr, je vois. Oui, alors, Mahfoud Qaddash, K-A-D-D-A-C-H-E, l'Algérie des Algériens de la préhistoire à 1954. Voilà. Les gens qui doutent de l'État algérien, voilà, ils ont un très beau livre pour pouvoir répondre à tous ces détracteurs en disant que l'Algérie, elle existe que grâce à la France, grâce à ça. Oh là, tu sais, je ne veux même pas revenir sur ça. Voilà. C'est pour ça que Mahfoud Qaddash, il faut lui tirer. C'est un historien au maître, Miskin Allah yarhamou. Il est mort dans l'anonymat total, mais il a laissé un trésor pour les générations futures. Les livres, c'est les piliers de la civilisation, c'est les témoins de la civilisation. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant, d'ailleurs. Merci encore une fois, merci à nos auditeurs. L'émission d'aujourd'hui va passer encore une fois demain. Je crois que demain, il va y avoir un open mic. Là, je laisse les techniciens de... Inch'Allah, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Puis, merci encore une fois à toi, à l'équipe technique derrière tout ça, et à très bientôt, Inch'Allah, pour notre émission. Merci, Nordine. À bientôt, Inch'Allah. Merci bien.